Alors bonjour les amis et bienvenue cette fois sur Dental Talks spéciale édition. Dans ce format, nous allons aborder la dentisterie mais différemment, tout ce qui touche la vie et le quotidien du dentiste, mais au-delà du geste clinique. Une édition pensée afin d'ouvrir la discussion et d'enrichir la vision sur notre profession. Alors bienvenue sur Dental Talks édition spéciale. Aujourd'hui, au niveau de ce 1er épisode, nous avons l'immense plaisir d'avoir parmi nous, monsieur Rafik Ikram, un consultant expert dans le secteur des cliniques, en l'occurrence celui des cliniques dentaires. Alors, monsieur Rafik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation et de me donner cette occasion pour échanger un petit peu sur toi sur le sujet. Merci beaucoup. Alors, monsieur Rafik, est-ce que c'est possible de vous présenter, de nous présenter ce que vous faites ainsi que votre parcours? Parfait, merci. Donc, Rafiq Ikram, j'étais journaliste à l'économie ici. C'est pas que j'ai étudié en journalisme, mais c'était un concours de circonstances avant de m'installer au Canada. Et au Canada, j'ai intégré le système bancaire dans le financement corporatif. Et par un concours de circonstances, encore une fois, on dirait que ça me suit partout. Donc, je me suis spécialisé dans le financement des professionnels de la santé, en l'occurrence les dentistes. Et je l'ai fait en tant que financier au départ, pour la suite être amené à développer des programmes de financement justement pour les dentistes principalement. Et je l'ai fait dans le cadre, au niveau des grandes banques, canadiennes. On parle de Scotiabank, le groupe Desjardins, Bank of Montreal, on parle de National Bank, on parle de la Banque de développement économique du Canada. Avant de décider de créer ma propre entreprise qui s'appelle Raffium Consulting et qui est spécialisée dans l'accompagnement et la structuration des deals pour les professionnels de la santé, principalement les dentistes. D'accord. Là, on va parler un peu de la valorisation. Oui. Qu'est-ce qu'une valorisation d'une clinique ou d'un cabinet dentaire? En fait, la valorisation, c'est plus qu'un chiffre. C'est un pacte de confiance. Quand on parle de valorisation d'un cabinet dentaire, c'est que un dentiste, il commence sa carrière très jeune en général, et puis il développe une patientèle, toute une organisation, tout un cabinet avec toutes les composantes qui viennent avec. Et à un moment donné, cette organisation qu'il a créée, elle a une certaine valeur. Mais malheureusement ou heureusement, dépendamment des cas, elle n'est pas prise en considération, elle n'est pas calculée, il n'est pas récompensé pour tous les efforts qu'il a déployés pendant toute sa carrière, et puis cette valeur se dissipe. Alors, ce qu'on entend, nous, par valorisation, c'est le fait de prendre ce cabinet pendant qu'il est à son apogée, pour l'évaluer, pour voir tous ces efforts qu'il a déployés, toute cette clientèle qu'il a développée, tout le cabinet avec toutes ses composantes, combien ça vaut sur le marché. Ça répond à 2 besoins. Le premier, c'est soit que moi, en tant que dentiste, je vais évaluer mon cabinet pour savoir ce qu'il vaut, mais aussi parce que quand on l'évalue, il y a ce qu'on appelle un rapport d'évaluation qui est un outil de transparence et un outil de travail et d'aide à la décision qui lui permet de voir les forces de son cabinet, les faiblesses et les potentiels. Et puis il se dit, bon, moi, je compte vendre mon cabinet dans 10 ans ou 5 ans. Ben là, il faudrait que je travaille sur ces points-là pour que si aujourd'hui ça vaut, par exemple, 1,2, 1 200 000, ben, dans 5 ans, si je corrige ces failles, ben, ça va valoir 2 millions peut-être ou 1,8, dépendamment. Ça, c'est pour le vendeur. Pour l'acheteur, c'est un outil qui lui inspire confiance parce que c'est l'acheteur qui va contracter un emprunt pour s'engager dans ce deal et ces transactions. Donc, quand on fait une valorisation juste du cabinet avec le rapport d'évaluation comme je l'ai décrit, lui, ça le rassure sur le prix qu'il paye et il sait en quoi il s'engage. Il sait c'est quoi les forces du cabinet Day One, il sait sur quoi il doit travailler. Et le troisième joueur, le dernier et non le moindre parce qu'il est d'une importance capitale, le banquier. Parce que le banquier, jusqu'à date, quand tu t'adresses à lui pour financer un cabinet dentaire, souvent, c'est un démarrage. Donc, tu arrives avec un business plan que tu l'as fait toi-même ou que tu as fait un copier-coller d'un collègue qui l'a fait, parce qu'on sait comment ça se passe des fois, mais par de bonne foi, j'ai pas de mauvaise foi là-dedans. Mais tu amènes un dossier ou une demande de financement à un banquier avec des projections, avec un rêve. Et on sait très bien que les banques,
Comme toute institution, ils veulent se baser sur des choses concrètes. Alors, ils vont exiger des garanties, des conditions qui n'en finissent pas, et je les comprends. Mais quand il y a un rapport d'évaluation pour un cabinet existant sur 3 ans, par exemple, où on va étudier la performance financière, mais aussi toutes les autres composantes, à ce moment-là, ça inspire plus confiance et ça devient un outil d'aide à la prise de décision, autant pour l'acheteur que pour le banquier. D'accord. Et du coup, supposons, vous voulez faire cette valorisation, on se base sur quoi pour, faire cela? Merci parce que la question vraiment est centrale. Jusqu'ici, jusqu'à date, il y avait 3 façons de faire cette valorisation, parce que ça se faisait. Il y a des démarrages, mais il y a des cabinets qui se vendent. Soit c'est au feeling et de façon informelle, parce que le dentiste, il adore tellement son métier qu'il a travaillé du jour 1 où il a commencé et il est devenu dentiste jusqu'à l'âge de 65 ans, 70 ans. Alors, le cabinet même s'il a acquis de la valeur entre-temps, il a perdu Perdu. parce que au lieu de travailler 5 jours par semaine, au lieu de focuser sur son travail comme il le faisait auparavant, ben, Travaille moins, exactement, à un certain âge, veut la pas, clientèle, la qualité, la patientèle, il la perd, et il en perd une bonne partie. Puis comment dire? Le cabinet n'est plus aussi rentable qu'il était auparavant. Donc souvent, c'est des équipements avec, disons une entente informelle. Les 2 autres façons structurées qui existent et qui ont très bien marché jusqu'à date. Mais là, on arrive à un tournant où ça présente des limites. La première, c'est que la la valeur du cabinet dentaire, elle est basée sur le chiffre d'affaires, avec un multiple moyen en moyenne qui est de 2 à 2,5. Prends le chiffre d'affaires fois 2 ou multiplie. 2,5. Vous savez mieux que moi qu'un chiffre d'affaires ne reflète jamais la vraie rentabilité d'un cabinet. Vous pouvez faire 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires et si c'est mal géré, ben, le profit ne sera pas là. Donc ça, c'est pour la première formule. Pour la deuxième formule, qui est basée sur une actualisation des cash flows futurs. On dit bien cash flow futurs. On les actualise au temps T0, puis c'est ça la valeur qu'on donne au cabinet. Mais ça présente deux limites. La première, c'est que, premièrement, pour les cabinets, qui sont les petits cabinets qui constituent la majorité, si le vendeur n'est plus là, les calculs qui ont été faits sur la patientèle existante pour déterminer les cash flows futurs sont Ça biaisés, devient erroné, parce qu'il n'est pas exactement. là. Il ne va pas être là, donc c'est presque certain que la clientèle ne sera plus là. Le deuxième point, c'est que vous payez pour ce que vous allez produire vous par la suite. Ça n'a pas de sens. Alors nous, il y a une façon de faire qui a été développée depuis une dizaine d'années de l'autre côté de l'Atlantique. Elle se base sur ce qu'on dit le multiple de Baïa ou le multiple de l'EBITDA. Baïa, c'est bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement. Amortissement. Et les gens le connaissent plus en anglais, c'est EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Et c'est sur l'état financier de toute façon. Ce métrique est le seul qui permet, avec des ajustements, parce qu'on enlève toutes les dépenses non récurrentes et tous les revenus non récurrents, pour garder que les revenus liés aux opérations de la clinique ou du cabinet. Désolé si j'utilise le terme clinique des fois, mais parce que de l'autre côté, on parle de clinique, pas de cabinet. Mais je sais qu'ici, c'est vraiment cabinet. Donc, le BAIA, lui, il va déterminer pardon, la performance financière du cabinet, pas plus. Sauf que dans le cabinet, il y a plusieurs autres composantes. C'est toute une organisation. C'est une patientèle ou clientèle, dépendamment comment on l'appelle. C'est des RH, c'est une gestion interne, c'est une réputation, c'est un emplacement. Il y a plusieurs critères. Donc, ce qu'on fait, c'est que tous ces critères qualitatifs, on les analyse de telle façon à ce que on génère un multiple qui est entre 2 et 10. 2 étant très faible, 10 étant élevé, ou même très élevé. Quoique maintenant, il y a même jusqu'à 12, 13, mais c'est vraiment très exceptionnel. Donc, ce qu'on fait, c'est que le volet financier est analysé via le BAIA ou l'EBITDA, le côté qualitatif via les autres éléments. Donc, on ajuste les 2. Donc, 2 fois le BAIA, par exemple, 4 fois le BAIA, dépendamment de la structure des cas. Un exemple, un cabinet dentaire qui génère un BAIA de 500 000 dirhams, comme je l'avais expliqué auparavant, versus un cabinet dentaire qui génère un BAIA de 200 000 dirhams. Le cabinet à 500 000 dirhams, très rentable. Première des choses que tu vas me dire: «Waouh, this is the one I wanna have». Mais
Supposons qu'il est mal géré, donc le multiple, il va être par exemple de 2. Donc 2 fois 500 000, c'est 1 million. Alors que celui de 200 000, s'il est très très bien géré, on va mettre par exemple un multiple de 6. 6 fois 2, c'est 1,2. Donc lui, il va avoir une valeur plus élevée. Moi, ce Exactement. que j'ai dit toujours, si tu me permets, c'est que le BAYA, c'est le selfie du cabinet. Le multiple, c'est le filtre de beauté qui rend la valeur encore plus élevée. OK et du coup, je voulais vous poser la question Oui, par oui, oui. rapport à si on a 2 cliniques ayant le même revenu, il y a moyen que la valorisation de celle qui a le moins de revenus soit meilleure que l'autre en fonction de certains paramètres. Alors s Qualitatif. exactement. Si, on veut distinguer entre une, valorisation émotionnelle et une valorisation du marché, comment le faire? Ben justement, le rapport d'évaluation, il permet de mettre les différents intervenants dans une transaction au même diapason, en transformant les... Parce qu'une transaction d'achat de cabinet, c'est quand même, il y a de l'émotion là-dedans, on parle Exactement, d'un capital qui s'est quand même élevé. Donc, il transforme ces discussions ou ces transactions émotionnelles en transactions professionnelles, en mettant autant le vendeur que l'acheteur que la banque sur la même ligne. Et ce qu'il fait, parce que un rapport d'évaluation, c'est quoi? C'est un rapport d'une trentaine de pages qui dissèque tous les paramètres d'un cabinet dentaire. Il va expliquer, il va mettre en relief, pardon, les forces, les faiblesses, les potentiels, éventuellement la stratégie pour réaliser ce potentiel. Et c'est un rapport qui est remis soit, des fois, soit il est commandé par le vendeur lui-même, soit par l'acheteur. Mais anyway, si c'est par l'acheteur, il doit donner une copie à l'autre et vice-versa. vice-versa. Et le banquier. Le banquier, quand il reçoit ce document, il a juste une petite parenthèse que je vais ajouter. Quand on fait le rapport d'évaluation, la partie financière, elle doit être validée par un expert comptable. D'accord. Moi, je ne suis pas expert comptable. Tu vois? Donc, je prépare le rapport, mais pour lui donner plus de valeur, C'est l'expert que comptable qui doit qui doit signer la partie financière. oui, Donc, le banquier, quand il reçoit ça, premièrement, il va comprendre de quoi il s'agit, ce cabinet, où est-ce qu'il est situé, c'est quoi son historique, ce qui va avec. Il va voir sa rentabilité sur les 3 dernières années. Avant, c'était 5 ans, maintenant, on est rendu à 3 ans, c'est assez représentatif. Il va voir les forces et les faiblesses du côté qualitatif et les potentiels qu'il représente. Donc, au lieu d'avoir comment dire, un dossier qui parle de projection, c'est parce que c'est un démarrage, c'est un rêve qu'on veut réaliser et tout. Vous savez, en finance, les rêves, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, vous les mettez de côté ou vous arrivez avec des choses concrètes. c'est les chiffres qui parlent. Exactement, parce que bottom line, this is how it goes. Voilà, c'est comme ça fonctionne. Donc, ce qui se passe, c'est que au lieu d'avoir un dossier plein de projets basé uniquement sur des projections, avec toute la concurrence qu'il y a, la pression économique et tout, il a un dossier qui parle d'une entreprise carrément, d'un cabinet qui a un historique, qui existe, qui génère des cash flows. Et donc, le monsieur ou la dame, le dentiste qui va acheter, day one, il va bénéficier de cette continuité des cash flows. Et j'utilise le terme continuité, c'est pas de façon fortuite. Parce que quand il y a un achat, il faut absolument que le vendeur reste dans le cabinet 1 an. D'accord, OK. Pourquoi? Parce que parmi Pour les élé assurer la transition. merci. Parce que parmi les meilleurs les éléments de succès de la recette, c'est que quand moi, je suis le vendeur, comme je suis plus vieux que toi plus jeune, le dentiste, tu achètes. Parfait. À chaque fois, il faut que je reste 1 an pour qu'à chaque fois qu'il y a un passant qui vienne, je te le présente. Je D'accord, te mets en contact. Bien sûr, toi aussi, tu dois fournir de ton côté des efforts pour montrer comme quoi tu es capable de faire les traitements comme il se doit. Puis, je te passe le relais petit à petit. Mais le faire juste comme ça pourrait marcher, comme ça pourrait ne pas marcher, parce que je peux m'absenter, je peux disparaître, je peux ne pas revenir. Alors, ce qu'on fait, c'est que on ajoute une balance de vente. Je m'explique. Par exemple, il y a un deal, une transaction, un achat de cabinet à 1,5. On va faire en sorte que 300 000, bah, quand la transaction est faite, sur le 1,5, il y a le 1,2 qui est payé au vendeur, mais 300 000 va être payé uniquement au bout d'1 an.
et on vérifie si la présence de Pas juste du la pré dentiste. oui, la présence et son implication. D'accord. Parce que si les chiffres de, comment dire? Du cabinet venaient à baisser, parce qu'il y avait C'est de qu'il la n'était pas mauvaise foi ou aussi de impliqué qu'avant. exactement. D'accord, Lui, il a tout intérêt à ce que ça continue à marcher au moins 1 an et 1 an, l'acheteur, il a eu assez de temps pour pouvoir s'acclimater avec exactement. l'équipe, avec, le cabinet, avec les clients et tout ce qui va avec. OK, heu et supposons que moi je suis dentiste Mmh. et à quel moment je dois me préparer à une éventuelle vente? Ouais. La vente, c'est sûr que c'est pas après 2 ans, 3 ans Ça, c'est de sûr. c'est sûr, voilà. Et qui moi, d'après ma petite expérience de 20 ans, ce que j'ai vu, c'est que en général, si tu commences, par exemple, à l'âge de 30 ans, j'imagine c'est l'âge après tout le cursus que vous avez qui est assez lent quand même, en Généralement, moyenne. au bout de à 25 ans, généralement, il peut ouvrir sa Parfait. barquette. Alors s'ils commencent à 25 ans, par exemple, à partir de l'âge de 40 ans, ils peuvent commencer à penser à vendre. D'accord, Mais ce serait dommage. Pourquoi? Parce qu'à 40 ans, tu es encore en pleine forme, tu vois? Donc au lieu de vendre, il faut penser à multiplier la success story que tu as fait dans ton cabinet pour en démarrer d'autres, d'accord, en t'associant avec d'autres dentistes qui vont gérer les cabinets localement, oui. OK. Alors, quels Mais sont juste une petite si tu veux, bien sûr. le hic, Mmh. ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, même ailleurs, partout, pensent à vendre leur cabinet à l'âge de 65-70 ans. Et quand tu leur parles, moi j'ai donné des formations, des conférences, et on me dit: Ma clinique, je veux dire, elle vaut beaucoup parce que je sais que j'ai acquis une bonne équité». Le gars qui me le dit, il était dans la fin cinquantaine. Je dis: «Oui, mais elle est où cette équité?» «Ah oui, mais c'est» non, non, elle est dans l'air. Ce qui serait mieux, c'est que tu vendes, tu empoches cette équité, tu la places je veux dire avec ton banquier, tu fais des placements intéressants et tu peux continuer, si tu es en forme, tu peux continuer à travailler dans la clinique à raison de 2-3 jours par semaine, à faire de l'hygiène parce qu'ici au Maroc, on n'a pas d'hygiéniste. D'accord. Donc l'acheteur, lui, moi en tant je me fais l'avocat du diable. Moi, en tant que dentiste, j'ai investi dans ce cabinet, ben je voudrais faire les traitements qui payent. Comme ça rentre dans mes poches, tu vois? Mais lui qui va travailler à pourcentage, par exemple 2 jours par semaine, le vendeur, il peut faire de tout ce qui est hygiène. Tu vois? Tout ce qui est acte non complexe. Ça lui permet de rester en forme, de continuer à exercer, ça lui permet de continuer à générer, tu vois? Mais le bémol que j'ai là-dedans, c'est que c'est pas la personne sur laquelle tu vas compter pour développer ton cabinet. Parce que lui, il est sorti du cabinet, tu vois? Il est à la fin en fin de Il sera carrière. plus autant impliqué qu'avant et c'est Exact, normal. exact. Alors pour faire justement cette vente, pour faire cette vente, quels sont les papiers que les banquiers et investisseurs demandent? Bah, Les documents plutôt. le rapport d'évaluation, c'est la première des choses. D'accord, Parce que le rapport d'évaluation, il comporte le CV de l'acheteur, son parcours, son expérience, parce qu'avant d'acheter, c'est toujours conseillé de travailler pendant 2-3 ans pour acquérir de l'expérience. Il comporte tous les éléments liés comment dire, au cabinet dentaire. Comme j'ai dit, les forces, les faiblesses, les potentiels et ce qui va avec. Et ça, c'est la première des choses avec laquelle les banquiers vont travailler, avant de dire quoi que ce soit. Après, donc ça devient plus des conditions pour, notarier la transaction. C'est plus secondaire, mais la principale, c'est le rapport d'évaluation parce qu'il comporte tout. d'accord, OK. Il est vraiment complet. Là, on va passer à la partie ou plutôt au sujet, DSO, la partie du regroupement multiclinique. Mmh. Pourquoi les dentistes cherchent de plus en plus à se regrouper? Parce que c'est plus rentable. C'est plus rentable en gardant le même chiffre d'affaires. D'accord, Au niveau du regroupement, il y a 2 façons de faire. Mais juste une petite parenthèse avant les regroupements, j'ai remarqué qu'ici, comme ailleurs, il y a de plus en plus parce que quand j'ai parlé de mon sujet au départ, on m'a dit: «Oui, mais on a ça chez nous au Maroc, ça commence à se développer». J'ai dit: «Ah bon? Ben, c'est excellent». Quand je suis venu, bah, quand j'ai discuté avec des gens qui sont impliqués, ils m'ont dit: «Oui, on a maintenant
des cliniques ou des cabinets où il y a 4 dentistes, donc ou le dentiste propriétaire ou qui a des dentistes à pourcentage. J'ai dit: «Guys, don't get me wrong, c'est pas ça. C'est vraiment pas de ça dont je parle. Ça, c'est autre chose que je respecte, mais ça ne crée pas de valeur». J'explique pourquoi. Toi, tu démarres un cabinet. Comme je t'ai dit au départ, les démarrages, mais supposons tu démarres un cabinet, ça marche. Tu arrives à bâtir une clientèle et tu embauches des dentistes à pourcentage. Les dentistes à pourcentage, eux, pardon, ils ne sont pas impliqués dans le cabinet. Il va travailler 2 ans chez toi, il va partir. Exactement. Ou un an et demi. Il n'est pas lié à toi, même si tu fais un contrat avec lui de 2 ans, mais après 2 ans, il va Il va partir. partir. Il y a pas d'engagement, il y a pas de vie, il partage pas la vision. Donc ça ne crée pas de valeur. Oui, ça génère des revenus, mais des revenus tant que les dentistes à pourcentage sont là. Mais ça crée pas de valeur pour dire: «Ah, je vais le vendre». Parce que quand tu vas te dire que je vais le vendre, l'acheteur, il va se poser la même question. Si jamais les dentistes à pourcentage partent, qu'est-ce que je fais? D'accord. Tu vois? Alors, les 2 autres façons de faire, c'est les regroupements pour créer des one stop shop. Les regroupements entre différents spécialistes dentaires qui font que les patients, quand ils viennent, ils sont encadrés de A jusqu'à Z. Et tous ces spécialistes, c'est des associés? Oui, des D'accord, associés au niveau du cabinet, mais pas forcément à part égale. Tu vois? Parce que des fois, tu trouves, le paro, par exemple, il va pas venir 5 jours par semaine dans cette clinique, il va venir une journée. Il est associé là-dedans, mais il donne des soins ailleurs aussi, tu vois? Donc ça permet de garder cette clientèle au lieu de l'envoyer pour certains traitements ailleurs, tout se passe sur place. ouais, Le problème, c'est que quand on commence, c'est comme un mariage. Tout le monde est de bonne foi, tout le monde est emporté par l'euphorie de regroupement. Quelque temps plus tard: «Écoute, moi je suis dentiste généraliste, je travaille 7 jours par semaine, je fais moins d'argent que toi. Toi, tu es ortho ou peu importe, tu travailles 4 jours par semaine, tu fais plus d'argent que moi et au niveau des charges fixes, on les paye, de la même manière». Ça marche pas, c'est la chicane et là, c'est des cauchemars et des nightmares qui bien sûr. ont eu lieu. Ça marche quand c'est un couple ou c'est de la famille, quand c'est la même poche. Mais entre associés qui ne se connaissent pas, c'est toujours un problème. Mais ça, c'est gérable. C'est gérable s'il y a un encadrement dès le début pour encadrer l'association, le regroupement, pour encadrer le partage des charges qui doit être proportionnel à l'utilisation des ressources et aussi aux revenus. Et tout est écrit noir sur blanc, day one. Ça, c'est ça la solution pour ce genre de regroupement. Et c'est un regroupement qui marche très bien. L'autre regroupement, la croissance multisite, c'est que j'achète un cabinet ici, tout seul ou avec quelqu'un, je le développe, je mets des SOP. SOP, c'est Standard Operating, heu, j'ai oublié le P et des KPI, des indicateurs de performance, clés, tu vois? Et donc tu les mets pour développer ton cabinet, puis après tu achètes un autre cabinet qui est pas loin, d'accord? Un autre qui n'est pas loin et tu les fusionnes. D'accord. Tu fais un plus gros cabinet et ça peut être fait tout seul ou avec dépendamment des mais là, par exemple, si tu l'achètes tout seul, tu as besoin de dentistes pour travailler avec toi parce que oui, c'est merveilleux parce que tu as acheté ça, tu as la patientèle, mais c'est dentiste à pourcentage. Tu fais un contrat bien sûr, tu vois? Mais tu fais un bonus sur la base de l'atteinte des KPI, comme ça ils vont être stimulés pour Mmh. aller dans ce sens. Parce que ils vont Ils vouloir avoir sentent qu'ils leur sont bonus. impliqués dans la structure. Exact et encore mieux, après un an ou un an et demi, quand tu vois quand tu identifies ceux qui sont vraiment impliqués, tu peux leur donner un petit pourcentage de 2 à 5, c'est rien du tout. D'accord. Mais ils vont devenir comme les associés dans les grands cabinets. Tu vois? Ils vont devenir impliqués, donc ils vont s'impliquer encore plus. Donc tu as créé cette 1 structure. Après ce que tu peux faire, c'est faire le même genre de structure, là, tu es à Casa, tu es à Anfa peut-être. La même genre de structure, tu le fais à Dar Sultan ou à Loulfa ou là, même à Marrakech ou à Agadir. Mais il faut que, pour rester dans notre cadre, le 2e centre ou le 2e gros cabinet, issu de la fusion de 2 ou 3 cabinets, soit géré par un dentiste local. Tu vois?
qui bien sûr répond à la conformité, puis à la gouvernance et tout, aux conditions de gouvernance qui viennent avec. Donc le commun qu'il y a entre et ça peut être ici à Marrakech, l'autre Agadir et ainsi de suite et le lien commun entre eux, c'est la centralisation de la gestion administrative, des ressources humaines, du marketing, des achats et tout ce qui vient avec. OK. Et ça, quand tu le fais automatiquement, en gardant les mêmes chiffres d'affaires, ça devient plus rentable. Pourquoi? Parce que tu optimises les charges, ça baisse, tu vois? Et c'est pas moi, ce que j'ai dit toujours, le fait de fusionner des cabinets, c'est pas une addition de chiffre d'affaires. Non, ça donne une structure plus solide. Parce que lui et lui et lui et lui, ils font le même chiffre d'affaires, on les additionne et on optimise les Les ressources. Du coup, la rentabilité est là. Tu as même pas besoin de développer encore OK. plus. Et du coup, comment choisir ce partenaire qui est, disons, compatible, pour faire ce regroupement? Et tu parles entre dentistes. Exactement. Ouais. Mais ça, c'est comme n'importe quel projet. Il faut qu'il y ait, premièrement, c'est sûr que nous, on intervient, mais je ne veux pas vendre ma salade là-dedans. Tu vois? Il faut qu'il y ait une certaine affinité professionnelle, mais aussi, il faut qu'il y ait, comment dire? Un cadre légal de fonctionnement parce que les bonnes intentions, elles sont toujours là. Mais des fois, quand on perd son sang-froid, donc tout disparaît. Il faut qu'il y ait un cadre légal qui structure les différentes éventualités qui peuvent se produire. Ça, c'est certain. OK. Quelles sont les erreurs à ne pas faire, dans un regroupement? Idéalement pas avec son conjoint, parce que ça crée des problèmes. Sincèrement, parce D'accord, que, il ramène ce qui se passe dans le cabinet à la à maison la maison. et ça crée des problèmes et de un et de 2 heu, la complémentarité, comme dans toute association. Heu, j'ai pas besoin automatiquement de m'associer avec des gens qui me ressemblent dans le mindset. «Ah oui, parce que lui et moi, on pense de la même manière», mais vous allez pas aller très loin. Il faudrait qu'il y ait, Plusieurs visions. plusieurs visions, plusieurs façons de faire et il y a toujours des extraverted and introverti et Introverti, extraverti. extraverti. C'est le meilleur deal. Parce que extraverti et introverti, ça fait quoi? Le extraverti, il parle beaucoup, donc il donne beaucoup d'idées. L'int s'il donne juste des idées, il s'écoute pas lui-même, comme je fais maintenant, c'est pas bon. Mais comme je fais maintenant et tu m'écoutes, tu joues Je l'introverti, introverti. là, tu vas analyser et là, à 2, on va sortir avec un modèle qui est plus performant. OK. Et d'ailleurs, si tu me permets, en parlant de modèle, moi, quand j'ai décidé de rentrer pour développer ça ici, je ne fais pas du copier-coller. Non. Mon objectif, c'est de développer quelque chose qui ti Adapté au marché marocain, exactement, qui tient compte des spécificités du marché marocain. Mais on va pas nier qu'on va s'inspirer d'un modèle qui a fait ses preuves. qui a marché. Exactement. Ouais. Et du coup, où se situe le marché de la valorisation au Maroc par rapport au Canada? Il est pas là. Ben, il est pas là vraiment parce que, la plupart des cabinets qui sont là, c'est des démarrages. Et il y a beaucoup de cabinets, donc ça crée de la concurrence, comment ça amplifie négativement la concurrence parce que, je me suis baladé j'ai passé 2 mois en début d'année ici rien que pour ça, pour observer et discuter avec des gens et j'arrive dans un immeuble où il y a 3 dentistes dans le même immeuble. Ça make sense. Come on. Tu vois? Alors, la première des choses, c'est fusionner ces 3 là. Ou ce que tu trouves aussi, quelqu'un, dentiste d'expérience, qui embauche un jeune dentiste qui travaille dans son cabinet. Le dentiste, à un moment donné, il propose au dentiste senior d'acheter, son cabinet. Le dentiste senior, il veut rien savoir, tu vois? Il veut continuer. Puis l'autre, il sort, il part de chez lui, il ouvre un À cabinet juste à côté, côté. à Puis côté. après, le premier il vient se plaindre, il dit: «Ah mais il m'a volé ma clientèle». Pas du tout! Il a travaillé pendant 2 3 ans. Fallait l'intégrer. Exactement, il t'a proposé, mais c'est toi qui as proposé d'acheter le cabinet, pardon. Donc c'est toi qui as créé le problème, pas lui. Et l'autre, élément qui est sorti dans toutes les discussions que j'ai eues à date, c'est qu'on me dise: «Mais Rafik, mais» enfin Rafik, parce que là-bas je dis toujours Rafik. Afrique. Rafik, mais attends, moi je peux pas vendre parce que j'ai pas de retraite en tant que dentiste. Guys, c'est là où le bas blesse.
Parce que quand tu vas vendre, tu vas pas vendre, à dessous. Non, non, ça va être évalué à sa juste C'est valeur. justement pour investir dans d'autres There you choses. go! Parce que tu vas ton équité, tu vas l'encaisser et là, comme je t'ai dit, on prend en considération autant la performance financière que toutes les autres composantes du cabinet, d'accord? Et de un et de 2, quand tu, reçois cette, équité, tu peux la placer et on a de la gestion privée au Maroc et tout, donc ils font que ça peut générer des mensualités. Déjà ça, tu es à l'abri. Deuxièmement, tu peux te convertir en tant que consultant ou tu peux continuer à pourcentage à raison de 2 jours par semaine dans le cabinet ou dans la nouvelle entité qui a été créée via la fusion de plusieurs cabinets, tu vois? Il y a plusieurs solutions, tu vois? Mais les gens, disons que, le marché voilà, le marché n'est pas encore liquide et quand il le sera, ça va ce sont les gens, les dentistes seniors qui vont eux-mêmes proposer de vendre leur cabinet, Exactement, ouais. exactement. À votre avis, comment encourager cette culture de transmission structurée au Maroc? En m'invitant à ton podcast, je te remercie. Heu, moi, je vois deux façons de faire. La première, c'est la formation pour les lauréats, pour les finissants, les étudiants finissants pour que, heu, cette façon de faire, qu'ils comprennent exactement la structure. Parce que c'est eux les dentistes de demain. L'autre façon, c'est le fait de faire de la formation continue aux dentistes pratiquants qui ont des cabinets pour comprendre les différentes structures et un accompagnement, ça se prend, c'est certain et si je rentre, pour le faire ici, c'est justement parce que mes services constituent à produire le fameux rapport d'évaluation. C'est comme la bible de la transaction. Vraiment, sincèrement, c'est un document complet. L'accompagnement bancaire. Le montage des do je suis pas un courtier financier, mais le montage du dossier pour approcher la banque avec quelque chose qui se maintient et puis l'accompagnement, l'encadrement pour le regroupement, pour la croissance mutucide, pour un accompagnement post-financement aussi, tu vois? Et donc c'est le fait d'en parler. Moi, je mets des posts LinkedIn, fais des chroniques aux journaux et tout, mais je crois que plus la formation, les échanges, comme le séminaire qu'on a organisé le 22 novembre dernier à la faculté de médecine dentaire à Rabat, que je remercie professeur Nawal Bouhiaoui qui nous a reçus dans sa faculté, c'était excellent. Et c'était organisé grâce au CMIM. Le CMIM, c'est le Conseil national de l'insertion des compétences marocaines du monde. Et c'est sa présidente, Madame Selma El Gragui, qui a été d'un soutien incroyable de A jusqu'à Z. Il y avait l'Ordre des dentistes aussi, en la personne de Monsieur Sdira, puis en collaboration avec la BCP qui a été notre partenaire principal. Donc c'est ce genre d'événement qui crée des discussions dans l'écosystème. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de moderniser la chaîne de valeur du secteur dentaire. Donc il faudrait que ce soit plusieurs, intervenants dans cet écosystème, voilà. Tu vois? Qui en parlent, qui en discutent. Parce que comment dire? Il faut en parler pour que les gens en prennent conscience et que cette peur se dissipe petit à petit et laisse la place à de la confiance en soi et qu'ils soient rassurés. Parce que c'est ça le problème. Tant que les dentistes seniors ne sont pas prêts à céder leur cabinet pendant qu'il est rentable, parce qu'à la fin, just too bad. Ça y est, c'est too late, tu Et vois? sa valeur, elle vaut pas grand-chose. Exactement et même moi, je veux dire le dentiste, le jeune qui l'achète, il y gagne pas grand-chose. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé plutôt des ressources humaines. Mmh mh. Comment ces ressources humaines, justement, peuvent soit augmenter, soit, diminuer la valeur de ton cabinet? Bah, en fait, les ressources humaines, n'oublions pas que quand tu vas dans un cabinet dentaire, c'est une personne qui t'accueille. Comment dire? Tu vois, c'est les standards d'opération doivent être déterminés, les fameux SOP dont j'ai parlé tout à l'heure, doivent être déterminés de telle façon à ce que les ressources humaines, aient comment dire? Leur fonctionnement soit standardisé. Voilà. C'est qu'il y a des processus qui sont mis en place pour que si une assistante, ou, dentaire ou une réceptionniste ou autre personne au sein
du cabinet part et qu'une nouvelle personne est recrutée, tout est les processus de fonctionnement sont déjà écrits, noir sur blanc établis, donc ça prend moins de temps de formation. En parlant de formation, c'est des gens qui doivent être bénéficier de formation Formation continue. continue. Exactement. Parce qu'il y a l'accueil, il y a l'accompagnement, il y a le service et en tant que passant, quand je vais dans un cabinet, j'ai envie de me sentir bien accueilli, rassuré et que je me dise: «Mmh, ça vaut la peine que je revienne ici, que j'amène ma femme, que j'amène mes enfants, que je réfère mes amis», mais parce que Fidéliser sa patientèle et fidéliser et augmenter le taux de référencement exactement. et un autre point, c'est diminuer le niveau de nos shows parce qu'il y en a plusieurs qui prennent rendez-vous qui ne Qui viennent vient pas, pas. tu vois? Et l'autre point, c'est que grâce à, aux ressources humaines quand ils sont bien formés, bien encadrés et qu'il y a un climat agréable de travail aussi, donc les plans de traitement vont être proposés de telle manière à ce que le patient les accepte plus facilement et il sera plus ouvert. Et aussi, le fauteuil, il sera plus rentable parce qu'il faut le rentabiliser. Il faut pas juste, que j'ai 2 passants par jour, dépendamment des tu fais de la chirurgie, c'est autre chose, mais dépendamment des soins, tu vois? Il faut donc cette équipe, il faut qu'elle adhère à la vision du dentiste, d'accord? Et il faut qu'ils se sentent pas livrés à eux-mêmes. Tout est documenté. Les processus sont là. Dans cette situation, voici ce qu'il faut faire. Pour l'accueil, pour en cas d'objection de la part du passant, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit pas dire. Donc Tout doit c'est des être dét protocolisé afin d'être et c'est reproductible. exactement et c'est des détails qui sont de taille, parce que c'est ça qui fait la différence et la personne va venir travailler dans ton cabinet, elle va être à l'aise parce qu'elle sait que tu sais, on a tous peur de l'inconnu. Dépendamment du parcours de chacun, mais en général. Donc des fois, on a des réactions qui nous font rater des occasions de revenus ou de transactions avec de revenus avec des patients. Juste parce que mon assistante a dit quelque chose qu'il fallait pas dire ou n'a pas su a mis de la pression inutilement, tu vois? Tout ça, c'est subtil, mais c'est C'est vraiment des petits détails capital. qui font la différence. Exact, oui. Alors, en parallèle des ressources humaines, quel est l'impact de la digitalisation et de l'intelligence artificielle dans les performances des cabinets des cliniques dentaires? Il est énorme. D'ailleurs, au niveau du rapport d'évaluation, l'un des éléments, c'est le niveau de digitalisation du cabinet. Et l'IA, ça chamboule tout, dans le sens positif du terme, en tout cas pour moi. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui perdent leur poste à cause de ça, c'est le revers de la médaille. Mais malheureusement, l'IA n'ira jamais chercher des clients et les amener à la C'est toi clinique. qui dois le faire. Exactement. C'est pour ça que c'est mieux d'acheter un cabinet existant qui a déjà une base et tu vas la développer via l'IA. L'IA va t'aider à optimiser la gestion des ressources, à optimiser le suivi des rendez-vous, à baisser le taux des no-shows, à mieux gérer le TNR, à t'assurer qu'il y a une standardisation comment dire, des processus au sein du cabinet. L'IA, elle est là pour optimiser, pour performer. Mais si tu continues, tu démarres un cabinet de zéro, tu as pas de clients, bah, tu as l'IA, mais l'IA pour faire quoi? Pour aller chercher des clients, oui, mais ce ne sera pas aussi efficace que si tu en as déjà, puis l'IA va t'aider à fidéliser C'est ceux-là. un complément. Exactement. Fidéliser les clients existants qui vont devenir tes ambassadeurs pour t'en référer d'autres et puis aussi pour t'aider à en chercher d'autres. Exactement. Mais sinon et un autre point, si tu me permets pour l'IA fonctionne encore mieux dans les grosses structures. Donc quand on fusionne plusieurs cabinets, l'IA est 10 fois plus performante que dans un petit cabinet. OK, d'accord. Parce qu'il y a une plus grosse base de données, il y a plus de processus et l'IA, plus tu lui en donnes, plus elle t'aide en fait, elle devient Elle plus te efficace. facilite. Exactement. Revenons au modèle DSO, celui du regroupement multiclinique. Mmh. Est-ce que vous pensez que ce modèle va vraiment s'implanter au Maroc? Moi, je me dis que tôt ou tard, ça va venir. C'est certain parce que ça fait un ravage à l'extérieur et on est
tous des humains, dentistes ici ou ailleurs, c'est la même chose, tu vois? Et c'est un co c'est même pas une mode, c'est juste une suite logique du développement du secteur dentaire. Ça va se faire, C'est inévitable. inévitable. La seule chose, c'est que ça va se faire ici au Maroc, c'est certain. Enfin, je tiens pas la boule magique, mais il y a de très, très, très fortes chances que ça se produise, mais dans un premier temps, ça va être détenu par des dentistes. Parce que selon la loi, les cabinets dentaires ne peuvent être détenus que par des dentistes Ensuite, chez ça nous au sera Maroc. des investisseurs. C'est ce qui se passe à l'étranger. À l'étranger, c'est des bailleurs de fonds, des private equity qui viennent acheter des Est-ce que cabinets. vous pensez que c'est un bon truc? Oui et non. Oui, parce que ça fait une démocratisation du service dentaire. Que tu ailles ici ou là, c'est le même service. La profitabilité provient plus de l'optimisation des ressources et des économies d'échelle. Parce que ce qui est bon, ce qui est excellent là-dedans, c'est que le passant, lui, on n'augmente pas les prix pour rentabiliser. Non, tu n'as pas besoin de monter les prix. Déjà, en diminuant tes charges avec avec le même prix, tu es plus rentable. Tu es Exactement. plus rentable. Je veux juste que les gens Mmh, comprennent. mmh. Plus rentable. Tu vois? Donc, et ces DSO, c'est ça leur force. Mais eux, ils ne s'intéressent qu'aux, cabinets d'un certain niveau et le cabinet qui ne dépend pas de son propriétaire. C'est-à-dire, quand ils font l'analyse, d'ailleurs sur le fameux BAYA ou les l'EBITDA, même si tu te verses un salaire, 2 fois supérieur à la moyenne du marché, l'analyse va être faite, d'ailleurs c'est ce qu'on fait nous aussi, en intégrant le salaire normal moyen du marché. Pour savoir connaître la vraie rentabilité de la clinique. Mais les petits cabinets, eux, ils les ont jamais intéressés, ils vont pas les intéresser. Donc, du coup, si on continue du côté cabinet isolé, ils vont jamais s'intéresser à nous. Sinon, c'est ça. Et vous avez parlé d'investisseurs. Est-ce que, à votre avis, si ça devient légal, est-ce que c'est en faveur des dentistes ou pas? Que des investisseurs tiennent le De marché? la nouvelle génération, oui. Ah oui, En quoi parce que c'est parce intéressant? que ce qui se passe, c'est que, le cadre de travail n'est pas le même. Mais c'est pas une usine non plus, c'est juste que c'est des structures qui sont plus sophistiquées. Parce que les DSO, ce qu'ils font, c'est que quand ils viennent acheter, par exemple, la moyenne du marché, disons, c'est 5 fois le bailleur, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Eux, ils vont t'offrir 8, plus cher. D'accord. Mais tu vas signer un contrat pendant 5 ans. S'ils t'offrent 8 fois le bailleur, ça te donne, par exemple, 3 millions de dirhams. Tu vas pas avoir les 3 millions de dirhams, non. Une partie des 3 millions de dirhams va rester comme une balance de vente ou autre, dépendamment, c'est un earn-out qu'ils appellent. Pendant 5 ans, tu dois t'assurer que les chiffres de la CNIL, de l'autre côté, restent au moins au même niveau, sinon Mmh. plus. OK. Sinon, c'est au prorata temporis. Tu risques de perdre une partie de D'accord. ça, tu OK. vois. OK. Ce qui est bon, c'est que ce qui est bon pour les dentistes, c'est qu'ils reçoivent plus d'argent. Tu vois? Quoique le BAYA, il est calculé d'une manière encore plus ajustée parce qu'ils veulent la vraie valeur. Le côté négatif, c'est que c'est plus une clinique à ton image. C'est une clinique à l'image du private equity qu'il a faite. Mais pour le patient, c'est excellent parce que qu'il aille à Stade ou Casa, c'est le Il aura même le même niveau service, de traitement, la le même même niveau de qualité de traitement, traitement. les mêmes prix. Tu vois? Le même encadrement, la même prise en charge, c'est excellent. C'est comme le modèle Acdital, au niveau médical. Exactement, OK. exactement. Et du coup, à votre avis, comment Pardon, encourager c'est pour ça que c'est mieux que ce soit détenu par des dentistes, au lieu que ce soit des private equity. OK, Parce qu'il y a OK. toujours le côté dentaire qui est Ça, mis c'est en sûr, avant. ça, c'est sûr. Je voulais vous demander, à votre avis, comment encourager les jeunes dentistes à devenir propriétaires d'un cabinet? Acquisition. S'il vous plaît, pas oublier, mais idéalement, allez-y faire les acquisitions parce que les démarrages, ça frustre. Très Je dis pas difficile. exact, je dis pas que c'est impossible. Non, non, il y a des gens qui ont fait des démarrages et ça marche. Mais tous les efforts que vous avez déployés, psychiquement, physiquement, matériellement, à tous les niveaux et les nuits blanches que vous allez passer, faites-le sur quelque chose qui génère déjà des cash flows jour 1.
Au lieu de commencer de zéro, commencez avec quelque chose qui existe et développez-la. C'est sûr que si, écoute, vous achetez un cabinet dentaire, ah bah, زيد المزيد frère. بغيتي un grand cabinet dentaire, tu dois payer plus cher. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des petits le marché est fragmenté. On a beaucoup de petits cabinets dentaires et c'est pas cher. Et tu vas pour des cabinets qui sont plus ou moins performants. Tu as pas besoin d'aller vers le plus, tu vois? Et le plus ou moins performant, lui, va te donner la chance, le potentiel, il est inexploité. Donc ça va te donner la chance de Up développer assez upgrade, rapidement, upgrader exactement. Puis en upgradant ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ramasser, bah, 1 ou 2 cabinets qui sont dans le coin et tu vas avoir ton gros cabinet. Mais tu vas faire ça tout en continuant à générer des cash flows et non pas commencer à partir de zéro parce que quand tu commences à partir de zéro, tu as les charges fixes, les engagements, tu as un employé ou 2, ça dépend, et tu as pas de tu achètes le matériel. c'est Alors que l'acquisition, frustrant, tu achètes les cash flows. faut avoir le souffle pour faire ça. Exactement. Moi, je dis quand tu démarres, tu achètes le matériel. Quand tu acquiers un cabinet, tu achètes les cash flows et ça donne plus de tranquillité d'esprit. Exactement. Alors on va finir par une dernière question. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de ramener votre expertise, au Maroc? Et concrètement, comment vous allez aider les dentistes à faire, tout ce dont on a parlé pendant le Bah podcast? moi, bah, je revenais régulièrement au Maroc, mais j'ai vu qu'avec tout le développement qu'il y a eu dernièrement et toutes les universités dentaires privées qui ont ouvert, j'ai dit: «Bah, le nombre va se multiplier par 2 ou par 3. Donc on Le peut potentiel, il est énorme. énorme, incroyable et cette génération de nouveaux dentistes, la nouvelle génération, elle est plus à jour de ce qui se passe à l'étranger partout. Il y a l'IA, il y a les nouvelles technologies, puis le nombre qui se multiplie, donc le modèle actuel, il ne matchera pas. C'est impossible qu'il puisse desservir, les ambitions, je dirais, de la nouvelle génération. Donc, on y va plus vers des acquisitions, vers des regroupements, même si on ne veut pas faire de gros regroupements, mais au moins, on achète quelques-uns, puis on fait une plus grosse structure, tu vois? Et à terme, peut-être, on y va avec vers la formule DSO, si on veut. En passant, DSO, c'est Dental Service Organization. C'est ça la dénomination réelle. Et je me suis dit: «It's about time, c'est maintenant» et en plus, il fait plus beau ici. Et pardon, comment je les ai aidés? Exactement. C'est en les encadrant dans ces transactions. Parce qu'il y a pas pire que d'embarquer dans une transaction où il y a beaucoup d'inconnus. Le comptable te parle, avec tout le respect que j'ai pour toi, le comptable, avec son jargon et on est tous des humains. Tu as un ego, tu le regardes, tu dis: «Oui, oui, effectivement», alors OK. que tu as compris la moitié. Avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, chacun son domaine, tu vois? Ça, c'est une faille. Tu vas vers le banquier, il te demande plein de documents, puis après tu te dis: «Pourquoi il me demande autant de ça? Ouais, il a pas besoin de ça». Parce que pas tous les banquiers, mais certains banquiers ne prennent pas le temps d'expliquer, de justifier la pertinence des documents qu'ils demandent, tu vois? Et même quand ils demandent des documents, ils n'ont pas, par exemple, un business plan qui n'est pas étoffé. Mais quand tu achètes et que tu as un encadrement et que tu as un rapport d'évaluation et quelqu'un qui t'accompagne dans toutes les parties de la transaction, c'est plus rassurant. Et puis, il y a, comment dire, un interlocuteur qui est neutre. Moi, je suis neutre, je suis ni du côté du vendeur, ni de l'acheteur, ni, tu vois. Mais ça permet d'engager des discussions sur un terrain d'entente. Terrain de confiance, pardon. Tu vois? Tout le monde est au même diapason parce que premièrement, tout le monde, les 3 intervenants, ils ont ce fameux document, c'est le même, ils l'ont lu, j'espère qu'ils vont le lire parce qu'ils ont tout intérêt à le faire et quand ils vont parler le même langage. Actuellement, il y a pas le même langage. Actuellement, Exact. moi je dis un truc, Chacun toi parle avec son langage à lui. son langage à lui, donc il y a pas de communication, c'est C'est un unilatéral. dialogue de sourds. There you go. Et ça, c'est dommage et c'est pour ça que j'ai décidé bah, là, je rentre à Montréal demain, mais je reviens début 2026 m'installer. Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Alors, c'est Rafek, merci Sidi, beaucoup pour, merci à toi. cet bel échange. Merci. C'était vraiment très Merci intéressant. beaucoup. On vous remercie. Inch'Allah, ça sera pas c'est la première et pas la dernière fois. Merci Ça sera énormément. d'autres circonstances. Merci énormément et bravo, bravo pour cette émission. Bravo à vous 2, vraiment, c'est excellent
et je suis très content quand je vois des jeunes aussi allumés et qui osent et qui font des choses de façon différente, outside of the box, tu vois? De manière di et c'est ça, c'est cette différence, c'est cette façon de faire qui est différente, thinking outside of the box, c'est ça qui crée, de la valeur ajoutée et qui crée de la durabilité. Parce que si on reste dans un même quand on reste dans une zone de confort, qu'est-ce qui se passe? On régresse Exactement. et merci d'y aller dans ce sens. De Merci ne pas y beaucoup. aller dans ce sens, pardon, d'y aller vers le outside of the box. Pardon. Merci beaucoup. Merci Sidi. Merci les amis pour votre visionnage. Inch'Allah, au prochain podcast.